Bien le bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de la série. Vous avez été très nombreux la semaine passée à nous suivre et on vous remercie pour ça parce que on a vraiment apprécié aussi vos commentaires. Franchement, c'est très gai de pouvoir compter sur vous. Aujourd'hui, un nouveau webinaire qui va parler des personnalités ou des comportements difficiles. On va évidemment voir cela ensemble. C'est toujours une grande question. Je n'aime pas cette personne, elle m'embête. Ou est-ce que c'est ce qu'elle fait qui m'embête? En tout cas, on va devoir décoder ces éléments-là pour agir efficacement et faire probablement la différence entre comportement et personnalité. C'est le choix que nous avons fait pour le webinaire de ce soir. On est parti pour 1 heure ensemble et je vous souhaite déjà une très très bonne soirée. Personnalité ou comportement difficile, mais avant d'aller évidemment plus avant là-dessus, je vous propose de vous rappeler ce que c'est que Happiness Consult, hein. On est localisé à Manet, province du Luxembourg, en Belgique évidemment. C'est là qu'est notre siège social et aussi notre salle de formation, le Germoire des talents, parce que nous, on a envie de développer les talents d'un maximum de personnes avec des choses en présentiel et en digital. De plus en plus, vous le voyez à travers ces webinaires, on travaille évidemment sur le volet digital. Je vous annonce déjà que bientôt nous aurons une plateforme interactive pour justement combiner et le présentiel et le digital. On a deux franchisés, Johan et Rosetta, que je salue évidemment, qui s'occupent des régions différentes de la nôtre, et puis 15 partenaires avec lesquels on travaille très fréquemment. Vous voyez que notre démarche RSE, c'est quelque chose qui compte vraiment pour nous aussi. Et si le Germoire des Talents et notre salle se trouvent en pleine nature, c'est parce que nous aussi, on a envie de mettre notre pierre à l'édifice, pardon, de ce qu'on peut apporter, non seulement en termes de bonheur au quotidien des gens qu'on forme, mais tout simplement à l'environnement dans lequel on a la chance de travailler. Pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire aujourd'hui? Ben, tout simplement parce que nous, on trouve, et je ne sais pas si vous voyez la même chose que nous, mais que la tension est en train de monter. Je ne sais pas, est-ce que c'est une tension ambiante dans la société? On le voit tous les jours dans les médias. Mais cette tension-là, cette espèce de protectionnisme autour de ce que je suis, de ma petite personne, de mon confort personnel par rapport à un bien collectif, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre dans certaines situations et dans certaines entreprises. Et les limites aujourd'hui se déplacent, les limites du respect. Alors chacun demande du respect et trouve qu'on ne le respecte pas assez. Mais à côté de ça, on constate en même temps que les limites qu'on assoit par rapport au respect des autres sont de temps en temps un peu plus perméables que celles qu'on souhaiterait qu'on nous impose à nous ou bien qu'on s'impose à nous. Parce que fondamentalement, ben, je mérite ce respect. Et déjà, globalement, on trouve que nous, le respect, c'est quelque chose qui se partage et pas simplement quelque chose qui se mérite. Et enfin, la norme questionne. Alors on dit souvent, vous l'entendez peut-être, oui, mais la jeune génération va bouquer. On ne croit pas du tout à ça, nous, on croit justement que c'est tout simplement un changement sociétal, une évolution de la société. Toutes les générations ont toujours dit que les jeunes qui étaient en bas étaient beaucoup moins bons que les précédents, ce qui est tout à fait faux. Mais par contre, la norme est en train d'être questionnée. C'est normal puisque avant, dans les familles, on en a parlé dans le webinaire précédent aussi, ben, on avait plutôt une norme qui était fixe et il fallait se taire, écouter ce qu'on racontait en haut. Aujourd'hui, on a plutôt envie qu'on nous écoute, on partage les différentes questions, on parle avec ses enfants, on raconte des choses. Et ben, probablement que ça a un impact sur la question de la norme qui peut de temps en temps être interprétée pardon, par certains comme du manque de respect. Il faudra tout simplement aussi qu'on décide ce qu'est notre norme commune. Mon objectif du jour avec vous, pendant cette heure, c'est de vous permettre de découvrir comment adapter votre comportement pour gérer les situations les plus difficiles sans perdre pied. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, en fait, il y a une chose dont on est sûr, de plus en plus sûr, c'est que changer l'autre, ça c'est probablement un doux rêve, mais je n'y parviendrai pas. Et donc la seule action que je peux avoir, c'est de travailler sur moi, ma manière de faire, mon comportement face à des situations qui sont de temps en temps difficiles à gérer pour moi. Je peux éventuellement solliciter l'autre en lui demandant, mais tiens, moi ça me dérange, je souhaiterais que ce soit modifié. Mais je pense que c'est justement à travers notre action spécifique qu'on va pouvoir déconnecter des mécanismes qui peut-être fonctionnent trop bien ou trop mal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils dysfonctionnent, mais ils dysfonctionnent vraiment très très bien. Oufti, drôle de webinaire, hein. Les personnalités difficiles.
les râleurs, les froids, les agressifs, les dédaigneux, les jaloux, enfin, et tous les autres laits derrière, ceux que je vous laisse imaginer, tous ceux qui vous pompent de l'énergie, tous ceux qui aujourd'hui vous énervent, et tous ceux que vous préférez ne pas croiser dans les couloirs parce que vous savez d'emblée que c'est probablement une réaction épidermique qui va se produire. Et donc on va essayer de travailler là-dessus pour comprendre ce qui fait que je pense qu'une personnalité est difficile en face de moi. Avec d'abord une première phrase qui probablement va vous choquer. Moi, la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il n'existe pas de personnalité difficile, seulement des comportements qui me posent problème. Alors, on a rajouté quand même une petite limite à ça. Sauf cas pathologique. Oui, il y a des gens qui aujourd'hui sont dans des traitements médicamenteux parce que ils ont des problèmes psychologiques, psychiques très importants, voire psychiatriques. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est traiter les gens qui n'ont pas ces problèmes-là, hein. C'est des comportements qui restent encore dans une norme acceptable, c'est-à-dire que quand il y a un malade mental en face de moi, la seule chose que je peux faire, je ne suis pas médecin, c'est de lui recommander de consulter. Mais avouons-le quand même, par rapport à tous les gens qui sont dans mon environnement, ils ne sont quand même pas si nombreux que ça, ceux qui sont vraiment atteints d'une maladie psychiatrique. Et donc, on va essayer de regarder ce qui pose problème comme comportement, ce qui me pose problème comme comportement. Je vous donne d'ailleurs mon exemple à moi. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Olivier Nissen, c'est un gars normal, il donne des formations, il a probablement des relations normales, il a des activités sociales comme tout le monde. Et je peux vous dire que un beau jour, je pense que les gens qui étaient en face de moi ont dû se dire, ce type est complètement cinglé. Je vous explique le cadre rapidement. Je me trouve dans une situation où j'ai mon banquier en ligne, mon banquier, en tout cas ma banque en ligne, et voilà, peu importe le nom de cette banque. Euh, je suis fidèle à cette banque depuis déjà une vingtaine d'années. Et je ne vous explique pas les raisons pour lesquelles ça se passe, mais à un certain moment, la personne qui est en ligne avec moi, de l'autre côté du téléphone, me dit, Monsieur Nissen, des clients comme vous, je n'en ai pas besoin. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un déclenchement dans ma tête, il y a comme une étincelle qui jaillit dans mon cerveau et je me dis, mais ça, c'est pour moi un non-retour. C'est quelque chose où on est passé mes limites. Et moi, j'ai trouvé à ce moment-là que je pensais qu'il y avait en face de moi probablement une personnalité difficile. Mais ma réaction a été complètement démesurée. Alors, je suis resté très calme au téléphone, je voulais bien me répéter ce que vous venez de dire. Et la personne m'a dit, oui, monsieur, des clients comme vous, nous n'en avons pas besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, écoutez, j'ai bien pris bonne note de ça, j'arrive tout de suite. Alors, je suis un gars un peu bizarre, normal comme ça quand on ne me connaît pas. Mais j'ai préparé d'abord un grand panneau sur un carton à la maison. J'ai préparé un grand panneau sur lequel j'ai inscrit des clients comme moi, ici, on n'en a pas besoin. J'ai suspendu ça à mon cou et j'ai débarqué en agence. Je me souviens très bien, on le faisait encore, c'était à l'époque où on faisait encore la file dans les agences bancaires. Et je me suis mis dans la file, avec mon panneau, avec tous les gens qui me regardaient en souriant, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça pour un sauvage, pourquoi il est là? Et puis j'ai commencé à parler tout haut en disant, mais vous savez quoi, et vous, on a besoin de vous, vous croyez ici. Donc les gens étaient un peu gênés au début. Puis j'ai commencé à raconter mon histoire. J'étais au téléphone il y a quelques minutes et un monsieur ici dans l'agence a dit qu'il n'avait pas besoin de clients comme moi, alors que ça fait 20 ans que je suis client. Enfin, j'ai commencé à faire du bruit dans l'agence. Le directeur de l'agence est venu me trouver dans la file en disant, Monsieur Nissen, venez, venez. Non, non, je dis, non, non, je vais suivre comme tout le monde dans la file. Je n'ai pas à être, pas de passe-droit, je ne vais pas aller dans un bureau ni quoi que ce soit, je vais au guichet comme tout le monde et je vais attendre mon tour, en faisant toujours le même bruit. Je vous dis le malaise qui régnait et la personne qui m'avait répondu au téléphone, j'avais pu l'identifier. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu de passer devant ce monsieur en lui disant bonjour monsieur. Mais ça a duré une demi-heure hein, dans la file et je vous dis pas le bruit que ça a fait. Quand je suis arrivé devant lui, je dis monsieur, c'est bien vous qui m'avez dit au téléphone que des clients comme moi, vous n'en aviez pas besoin. Et il m'a répondu oui.
Et alors, je voyais le directeur de l'agence qui était juste derrière lui, qui était gêné. Il dit, oui, mais monsieur, vous comprenez bien, pour l'instant, on est un peu, on a beaucoup de travail et on est un peu surmené. Enfin, il essayait de l'excuser. Et je lui ai dit, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Puisque des clients comme moi, vous n'en avez pas besoin, eh bien, vous allez retirer absolument tout, tout, tous mes comptes qui se trouvent ici. Et il m'a répondu, c'est pas possible. Bah, écoutez, je dis, je ne quitterai pas l'agence tant que tout ne sera pas retiré. Alors, je vous dis une petite chose, ne changez jamais d'agence bancaire, c'est vrai, enfin de banque en tout cas, c'est vraiment une catastrophe, ça demande énormément de paperasse, mais je l'ai fait ce jour-là. Et je pense que la personne qui était en face de moi, elle a dû se dire, mais ce type est vraiment un cinglé. C'est un malade mental, la manière dont il me parle, la manière dont il réagit, alors que j'ai essayé de mettre tout en œuvre pour le calmer, pour essayer de discuter avec lui, pour m'excuser. Il s'est excusé plusieurs fois en disant qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. J'étais complètement dans ma zone d'inconfort. Et à ce moment-là, ben moi, il n'y avait plus rien qui comptait, c'était me retirer de cette banque. Ce jour-là, je pense que tout le monde dans l'agence a cru que j'étais une personnalité difficile. Alors certains en rigolant, certains en se taisant, certains probablement en racontant en retournant à la maison qu'ils avaient vu un cinglé dans l'agence bancaire, mais c'était moi. Alors est-ce que je suis vraiment un cinglé? Ben je crois pas vraiment. Par contre, ce jour-là, j'ai eu des attitudes qui probablement étaient ingérables. Ingérables pour les gens qui étaient autour de moi, et a fortiori cet agent bancaire qui se demandait qui j'étais. À mon avis, il a été pensionné quelques années plus tard et il s'en est souvenu de ce client un peu fou qui faisait la file et qui interpellait tout le monde. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous vous trouvez, et je vous demanderai de vous situer personnellement, que c'est les personnalités qui sont difficiles? Je vous rappelle encore hors cas psychiatrique, et je ne suis pas sous traitement, rassurez-vous. Ou bien c'est leur comportement qui me pose problème. Et j'aime bien souligner le me. Parce que certains sont plutôt dérangés par les très extravertis qui font beaucoup de bruit, d'autres par ceux qui se taisent, d'autres par ceux qui râlent, d'autres par ceux qui prennent trop de place, d'autres par ceux qui sont jaloux. En fait, c'est assez comique, mais probablement qu'on a une certaine sensibilité à des comportements qui me posent problème. Si vous êtes d'accord avec ça, vous allez dans le vert. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, ça m'intéresse aussi de le savoir parce que c'est quand même le point de départ de notre réflexion. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, des vrais cinglés autour de moi, il n'y en a pas tant que ça. Mais des comportements difficiles qui me posent problème, oui, je peux les identifier. Et ce sera intéressant, on va travailler tout à l'heure sur, tiens, mais qu'est-ce qui, moi, m'énerve le plus chez les autres? Alors évidemment, le contexte, nos croyances, notre vécu, nos expériences donnent une lecture spécifique, évidemment, aux comportements difficiles. Ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant, ce que j'ai vécu dans certaines situations au travail. Si je prends un exemple, moi aujourd'hui, quand on me bypass au boulot, comme manager, ça me rend dingue. Ça me rend complètement dingue parce que par le passé, j'ai été souvent bypassé avec un manager qui n'avait pas compris que c'était juste une manière de tuer quelqu'un comme manager. Et donc je suis devenu hyper réactif au bypass. Le contexte dans lequel on vit aussi, hein, si à un certain moment vous vous sentez insécurisé, il y a probablement plus de chances que vous ayez une lecture différente des comportements difficiles. Quand on se sent totalement affilié, sécurisé, engagé, dans un environnement qui est plutôt calme et collectif, bah, en fait notre réactivité, elle est moins grande aux comportements difficiles que dans des zones bah, de conflit, dans des moments difficiles, de stress, en période de changement intense. Donc tout ça influence probablement notre réactivité aux comportements difficiles. Alors, je vous pose des questions. Vous me dites, tiens, est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? Si je vous disais, il faut être dur en négociation. Donc ça veut dire que derrière, j'imagine que les gens qui ne le sont pas ont un comportement difficile, hein? Donc c'est des croyances qu'on peut avoir. Ah, moi, je suis intransigeant sur les prix. J'ai déjà entendu ça. On ne discute pas les prix avec moi. J'étais d'ailleurs victime de ça. Quand nous avons construit notre centre de formation, le bâtisseur de la maison, qui était un entrepreneur dont je vante les mérites aujourd'hui, il est vraiment génial, m'a dit, monsieur, écoutez, chez moi, on ne négocie pas les prix. Et j'avais promis à ma femme ce jour-là que je rentrerais avec 40 000 euros ou rien à la maison et qu'elle mette la bouteille de champagne dans le frigo. Je suis rentré sans rien à la maison. Je vous dis que c'était un peu bizarre quand même. Par exemple, lui était intransigeant sur les prix. Et moi, bizarrement, j'adore discuter, j'adore négocier.
Vous voyez que ce comportement, il pourrait être très embêtant. Si lui, en face de moi, trouve que c'est insupportable d'avoir quelqu'un qui veut gratter 2 francs 6 sous, et que moi, je n'achète pas sans négocier, on a un problème de comportement, lui comme moi. Ne te laisse pas faire. On entend ça de plus en plus, ne te laisse pas faire. Ça, probablement que c'est lié à des vécus. On entend dans des familles des espèces de mantras comme ceux-là. Mais ça veut dire aussi que si j'ai en face de moi quelqu'un qui est plutôt souple, ça va être compliqué de comprendre un comportement de quelqu'un qui dit je ne me laisse jamais faire. Impose-toi, même chose. Attention, on respecte les limitations de vitesse. Ça me fait rire, quoi. Vous voyez les gens qui suivent des voitures à 30 à l'heure, à 50 à l'heure dans les villages. Au niveau du respect de la limitation de vitesse, c'est génial. Et pourtant, quand je suis derrière, je me dis, mais purée, quoi, est-ce que tu vas avancer un peu? Comportement difficile. Moi, ça m'énerve, mais pourtant, il respecte tout simplement les limitations de vitesse. Fais confiance. Alors, celui-là, il est plutôt positif. Ouais, mais attention, parce que ça m'a déjà joué des blagues dans le passé. Et donc, on pourrait avoir aussi une interaction difficile avec les gens qui systématiquement font confiance à tout le monde. J'en passe et des meilleurs, sois gentil, dis les choses sans détour. J'en passe évidemment et des meilleurs. Et ces mantras-là, je suis sûr que vous en avez. Ça m'intéresserait d'ailleurs que vous posiez la question. Et moi, mon mantra, c'est quoi? Le mien, par exemple, c'est donne le meilleur de toi-même. Je pense que ça, c'est important. Après ça, vous savez, il y a un tas de gens qui disent profite un maximum de la vie. C'est aussi un autre mantra. Mais si on devait opposer ces deux-là, on pourrait estimer que de temps en temps, ben, je vois chez l'autre des comportements qui me semblent difficiles ou incompréhensibles pour moi. Alors, on pourrait classer ces comportements entre les comportements dits faciles et les comportements dits difficiles. Encore une fois, avec ma grille de lecture à moi. Mais souvent quand même, il est à l'écoute, bon, ça c'est plutôt un comportement facile. Elle est respectueuse, c'est un comportement facile. Ouais, il est positif, elle est enthousiaste, il est réfléchi, il est créatif, elle est franche, elle est disponible. Tout ça, c'est probablement des comportements qui sont vus comme faciles. Oui, mais facile sur quoi? Sur une grille de lecture probablement dans notre société d'aujourd'hui, en 2026, qui sont des comportements dits faciles. Et les difficiles, bah, il est agressif, elle est négative, il prend toute la place, elle coupe la parole, il est faux, elle est blasée, elle est colérique, il est mal poli, il est arrogant. Ok, on pourrait imaginer que ça, c'est une grille de lecture de comportement facile ou comportement difficile. Encore une fois, dans un contexte sociétal, aujourd'hui en Europe occidentale en 2026. Parce que les mêmes comportements dans d'autres civilisations, dans d'autres endroits, à d'autres époques, pourraient être interprétés complètement différemment. Entre nous, si j'étais un préhistorique, il y aurait peut-être intérêt à ce que je sois agressif parce que c'était manger ou être mangé. Ok? Donc c'est vraiment intéressant qu'on puisse se dire, mais moi, si je questionne les comportements que je trouve faciles ou difficiles, ça m'intéresserait que je puisse les lister. Et ça me donnera déjà une grille de lecture sur ce qui va me poser comme comportement chez l'autre. Vous voyez aussi que dans les comportements positifs et faciles, j'ai marqué tous des états. Il est, elle est. Dans les comportements difficiles, j'ai aussi mis des choses qu'il fait. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on se pose la question, quand quelqu'un est à l'écoute, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait silence, il ne me coupe pas la parole, il pose des questions, il me regarde. Ça, c'est des choses qui me sembleront importantes. Et pour pouvoir décoder un comportement difficile, ce qu'il va falloir faire, c'est me dire précisément dans ce comportement difficile, qu'est-ce qui me gêne? Et ça va pouvoir être corrigible. Pas ce qu'il est ou ce qu'elle est, je ne sais pas changer les gens, mais ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et ça, par contre, je vais pouvoir y travailler. Ça me semble vraiment important de pouvoir faire la différence entre ce que la personne est et ce que la personne fait. S'il est agressif, bah, je pourrais dire en fait, quand je lui pose une question, il me coupe la parole et il me dit de toute façon, on ne sait jamais rien faire avec toi. Ok, ça, je le prends comme de l'agressivité, mais ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'il englobe toute ma réalité comme on ne sait jamais rien faire avec toi. Les jamais et les toujours. Tu dis toujours des jamais et des toujours. Eh ben ça, c'est vraiment très énervant chez moi. Je vais pouvoir donc découpler ce que je pense de la personne, de son état, et ce qu'elle fait, sur lequel je vais pouvoir travailler. Très important. Regardez d'ailleurs, un très très bon outil, si on parle de management, que j'adore en permanence. Voilà une grille d'analyse des comportements qui me semble intéressante. En bas de cette échelle des comportements,
tous les comportements qui sont orientés problème et qui pourraient d'ailleurs faire penser à des climats de peur, de jugement. Quand les gens sont insécurisés en management, bah, ils vont très souvent là en dessous. J'étais dans une entreprise l'autre jour, je demandais, tiens, voilà les 8 comportements. Si vous deviez classer ces comportements dans l'ordre d'occurrence dans vos équipes et dans votre entreprise, vous les classeriez comment? Et on était presque dans l'échelle inversée. Alors je vous propose de commencer par le centre, qui est un comportement neutre, et déjà d'aller regarder tous les comportements qu'on pourrait juger positifs dans une équipe. Ben, quand quelqu'un en face de moi assume, qu'il accepte sa part de responsabilité dans ce qui arrive, face à une difficulté, il dit, bah, écoute, j'en suis aussi responsable. Voilà ce que j'aurais pu mieux faire. Ok, j'assume. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui assume? Bah déjà, c'est fini. Vous ne pouvez pas revenir en arrière en insistant. Bah, ça, il a assumé, elle a assumé. Et donc, c'est clair qu'on va pouvoir, à partir de assumer, commencer à construire quelque chose. Derrière ce assumer, ça ne suffit pas parce que c'est un peu trop facile de dire ouais, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Ok, d'abord, c'est déjà pas de ma faute, c'est de ma responsabilité. Mais derrière, il va falloir qu'on trouve des solutions ensemble. C'est des comportements orientés solutions et donc qui vont créer la confiance, qui vont probablement faciliter l'autonomie. Ben, on va essayer de pallier. Maintenant qu'on a vu le problème et qu'on l'a reconnu, ben, il va falloir remédier de façon provisoire au problème, pallier. Trouver une solution avec des bouts de ficelle. Ça ne fait pas encore notre futur, mais dans un premier temps, ça va faire retomber la pression et ça va me permettre de réellement essayer d'avancer. Un comportement encore un peu plus positif sera l'analyse. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Essayez de comprendre ce problème. On a parlé des 5 pourquoi la fois passée dans notre webinaire. Ce qui m'intéressera, c'est d'essayer de comprendre les causes profondes et les conséquences de ce qui est arrivé. Quand je suis dans l'analyse, je ne suis pas dans le jugement. Je suis vraiment en train d'essayer de comprendre pour quelles raisons ça s'est passé. Et quand je fais ça, ben, je vais pouvoir m'attaquer alors évidemment à la solution, en imaginant des solutions créatives qui vont définitivement régler les problèmes que j'ai rencontrés une fois, deux fois, trois fois, 5 fois de suite. Ça, quand j'ai ce type d'attitude-là dans mes équipes, ben alors je suis un manager mais pleinement heureux. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette équipe qui assume, pallie, analyse et imagine? Ben, que tout simplement, vous avez une Dream Team en face de vous. Oui, ça c'est un schéma idéal, sauf que dans la vraie vie, au quotidien, ce qu'on voit le plus souvent, c'est très bas dans l'échelle des comportements. C'est des gens qui se situent en dessous, qui d'abord se justifient. Oui, mais, hein, vous connaissez tous, je ne savais pas, on ne m'avait pas dit, on ne m'avait pas expliqué, j'avais oublié. Enfin, tout est possible pour trouver une justification. La justification, c'est ce qui facilite le fait que je n'ai pas envie d'assumer. Mais ça, c'est insupportable parce que déjà, quand tu fais ça, ça me met déjà hors de moi. Ça ne fait pas de toi une personnalité difficile, mais ce comportement de se justifier, de toujours dire oui mais, de dire je ne savais pas, de ne pas assumer, mais c'est juste insupportable. Moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. La première chose que j'ai envie de faire, c'est mettre le nez dans les choses et dire hey, ok, qu'est-ce que tu vas prendre comme responsabilité là-dedans? Parce que si tu cherches systématiquement à essayer de deviner et de trouver des excuses à tout ce qui se passe, alors j'ai un problème avec toi. Et une petite chose importante d'ailleurs, c'est on va essayer d'identifier la différence entre se justifier et analyser. Se justifier, c'est souvent trouver une réponse vite, une raison vite faite pour se débiner. Analyser, c'est comprendre les causes profondes pour solutionner les problèmes. Ok, c'est une grosse différence entre les deux. Et donc parfois les gens disent, bah non, c'est pas une justification, c'est une analyse. Non, 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 la justification, c'est une excuse en fait. Une excuse vite faite pour être tranquille. Deuxième comportement que je vais trouver difficile, c'est accuser. Et on en connaît tous des gens qui disent, c'est pas moi, c'est lui. Ça, c'est vraiment quelque chose, mais dans une équipe, ça fout le brol, quoi. Comment c'est possible qu'à un certain moment, au lieu d'assumer pour moi, je dis toujours que c'est de la faute des autres? Et si c'est de la faute des autres, d'abord, il faudra assumer que tu ne lui as pas dit. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec ce truc-là? Est-ce que tu es allé trouver ton collègue? Tu en as parlé avec lui? Tu as compris pour quelle raison, à un certain moment, il ne le faisait pas? Ou dans l'échelle des comportements, non, on se limite tout simplement à accuser, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est très très facile, et on sait qu'à ces jeux de ping-pong-là, ben, il n'y a jamais des bons, c'est jamais que des mauvais. Troisième comportement très énervant, c'est nier. Vous tombez sur une chose qui s'est produite, vous avez toutes les preuves qu'effectivement la personne est responsable de ce qui s'est passé, elle dit non, 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 c'est pas moi. Ah non, non, ah non, j'ai jamais fait ça. Vous imaginez quoi?
vous associez se justifier, accuser et nier, là vous êtes déjà maintenant en train de me dire, mais Olivier, mais ça c'est une personnalité difficile. Non, à ce stade, ce ne sont encore que des comportements accumulés qui rendent ma réaction à ces comportements-là probablement problématique. En tout cas, refuser de voir la réalité en face, c'est un comportement difficile que je vais devoir corriger. Et enfin, ignorer. Ah, ça, moi, je fais semblant que je ne sais pas. Ah, on ne m'a pas dit. Ah non, ok. Ah, j'ai pas vu non plus. Des choses énormes. Et les gens font semblant de se débiner comme ça. On n'a pas vu, pas entendu, pas dit. Ok, ignorer. Moi, ça, c'est super facile, hein. Et si vous êtes en dessous de l'échelle des comportements, vous pouvez être sûr que vous avez la paix totale, hein. Parce que fondamentalement, à part entrer en conflit avec les autres, on ne vous donne plus de responsabilité, on ne vous fait plus confiance, on ne vous donne plus d'autonomie, vous êtes sur la voie de garage et probablement, ben voilà. On voit ça souvent dans les entreprises avec des gens à qui on ne dit plus rien. Ils n'ont plus que 3, 4, 5 ans à faire. On le sait depuis 20 ans. On ne peut plus rien leur demander, mais en fait, voilà, ils coûtent trop cher à sortir et donc on les garde comme ça. Ils continuent à végéter dans une espèce d'environnement où le comportement difficile, c'est devenu une manière de se protéger. Cette échelle des comportements, je vous encourage à l'utiliser, à la mettre en évidence partout dans vos bureaux, avec vos collègues, euh, pour qu'elle devienne une espèce de mantra, de règle absolue d'un comportement en équipe. Et avouons-le, régulièrement, on est encore pris à notre propre piège de tomber dans l'échelle des comportements, hein. Quand on me dit t'as pas rangé le lave-vaisselle convenablement, je suis encore semblant que je n'avais pas vu, que je ne savais pas que bref, j'avais oublié. Non, en fait, la première chose qu'il y a à faire, c'est dire oui, je suis vraiment désolé pour ça. Et puis derrière, surtout s'engager pour que la prochaine fois, ça n'arrive plus. Et on sait tous que dans les familles, bah, vous voyez vos enfants, si vous en avez, de temps en temps, c'est souvent parce qu'ils sont en dessous que les comportements sont difficiles. Mais avouez pourtant que ça ne fait pas de vos enfants des personnalités difficiles. C'est juste des choses qui vous énervent chez les autres et qu'on va devoir travailler ensemble, corriger, identifier. S'il vous plaît donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir jusque-là? Je vais essayer d'identifier spécifiquement le comportement qui me dérange pour pouvoir travailler sur ce comportement-là. Alors on va essayer de positionner ce comportement pour mieux comprendre. Comment va-t-on le positionner? Ben, il y a deux axes. Euh, il montre peu d'attention à une relation confortable. Moi, je me fous de toi. Ou il montre beaucoup d'attention à une relation confortable. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais est important pour moi. Sur cet axe-là, on va donc avoir la question de est-ce qu'il se fout de moi ou pas. Et sur l'autre axe, est-ce qu'il poursuit ou elle poursuit un objectif commun ou il ou elle poursuit uniquement son objectif personnel? C'est pas la question de la relation, c'est tout simplement la question de il n'y a que moi qui compte et moi en fait, tu sais quoi, ce qui m'intéresse, c'est mon objectif à moi. Quand on combine ces deux choses-là, peu d'attention à l'autre et un objectif personnel fort, bah en fait, comment voulez-vous fonctionner avec quelqu'un si ce que vous pensez n'a aucune importance pour lui et que ce que vous avez comme objectif n'a pas d'importance non plus? Ben on va au conflit, on va au clash évidemment. Tandis que si vous avez quelqu'un en face de vous qui poursuit avec vous un objectif commun et qui montre de l'attention à qui vous êtes, à ce que vous pensez, à ce qui vous touche, ben ce sera probablement plus intéressant, plus facile de fonctionner avec. Et donc, ce serait peut-être intéressant quand on constate un comportement difficile, d'essayer de le situer sur cette matrice-là en disant est-ce que c'est plutôt parce qu'il ou elle poursuit son objectif perso et que donc, ben, en fait, je ne compte pas tellement là-dessus, ou bien est-ce que tout simplement, moi ou un autre, il s'en fiche complètement. OK? Ça me semblera important de le situer. Mais en tout cas, un comportement difficile, c'est toujours quand soit on se fout de mes intérêts, soit de ce que ça me fait. OK? Soit l'un, soit l'autre, soit les deux de manière complémentaire. On va continuer avec cette matrice de comportement difficile. Regardez bien. Les manipulateurs, que j'ai mis volontairement à ce stade au-dessus à droite, ils poursuivent un objectif commun et ils montrent de l'attention à une relation confortable. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils font croire. Ils disent oui, mais tu sais, c'est important pour moi. Et puis après, ils vous flattent, ils vous disent que vous êtes super, que c'est gai de travailler avec vous comme collègue. Et en fait, quand on les regarde de tout près et qu'on a démasqué ce truc-là, on se rend compte que ils ont un objectif personnel très fort et que le vôtre, ils s'en fichent et qu'ils ne montrent absolument aucune attention pour vous. La seule chose qui compte, c'est eux. Point à la ligne.
Ok? Donc vous allez voir qu'ils vont se déplacer, ces manipulateurs. Et évidemment, vous avez bien compris qu'ils ne sont pas là. Ils sont plutôt là en dessous à gauche. Ils rejoignent les blasés, les martyrs, les colériques, les négatifs, les arrogants, tous ceux qui en fait me posent aujourd'hui un problème relationnel important. Ok? Donc ça va être extrêmement important de pouvoir identifier ces comportements-là. Qu'est-ce qu'on mettrait au-dessus à droite? Ben, plutôt les collaborants, les gens qui s'intéressent à moi, les gens qui me posent des questions, les gens qui sont touchés par ce qui me touche, les gens qui sont empathiques. Toutes ces choses-là, ben, ça va être probablement montrer de l'attention à une relation confortable et poursuivre un objectif commun. Ça pourrait se traduire par des phrases. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et comment on pourrait faire ensemble pour trouver une solution? Ok? Ça, ce serait au-dessus à droite en turquoise. On va aller au-dessus à gauche. En fait, il poursuit un objectif commun, mais en fait, il n'a pas d'attention pour moi. Est-ce que c'est un comportement difficile? Il dit, écoute, tu sais quoi? Ce que tu penses là a peu d'importance pour moi. Moi, je ne suis pas obligé d'être ton copain, mais par contre, on est là pour arriver au résultat ensemble. Est-ce que je peux accepter ce type de comportement? Oui, je ne suis pas obligé d'être ami avec tout le monde. C'est mon collègue ou ma collègue. Ce n'est pas ni mon pote, ni ma soeur, ni mon frère, ni mon parent. C'est mon collègue et on a un objectif commun. Il faudra quand même qu'on s'accorde sur comment on va l'atteindre ensemble parce que sinon, en fait, fondamentalement, bah, à un moment, ça risque de bugger. On pourrait avoir une idée d'avoir montrer de l'attention de manière à une relation confortable, mais qu'en fait, on poursuit son objectif uniquement personnellement. On va se rapprocher un peu des manipulateurs, vous savez quoi? Euh, c'est que par contre, ils font bien le pote, ils font bien les gentils. Mais en fait, pour obtenir quand même une partie de ce qu'ils veulent eux-mêmes. Ok? Donc attention, essayons de situer ces comportements aux bons endroits pour ne pas se tromper de cible et pouvoir se dire, c'est ça, c'est à cet endroit-là, c'est ça qui me dérange et c'est là-dessus que je vais devoir agir. Attention, vous l'avez compris, la manipulation, pour moi, c'est vraiment la pire des choses. La pire des choses dans une relation, tout simplement parce que on ne le voit pas. Et les manipulateurs, je ne sais pas, ils ont une espèce de don de sixième sens pour repérer les gens qui peuvent facilement se laisser faire. Ok? Je ne les vois pas, ils se cachent très très bien, et donc je vais devoir m'en protéger. Quelques petits outils pour se protéger de la manipulation. C'est quoi la différence entre un manipulateur et probablement quelqu'un d'assertif? C'est uniquement, hein, donc l'assertivité, c'est aussi, si je reviens ici, un comportement où je monte de l'attention à une relation durable, confortable, je dis les choses telles qu'elles sont, et je poursuis un objectif commun, je dis, écoute, on va faire quelque chose ensemble pour que ça marche. Je suis très assertif. C'est quoi la différence entre l'assertif et le manipulateur? Ben, en fait, ils utilisent les mêmes outils. Je dis souvent, les manipulateurs, ils sont nés avec tous les outils de communication interpersonnelle. Ils avaient la boîte à outils complète à la naissance. C'est intuitif presque. Mais la différence entre un assertif et un manipulateur, c'est l'intention. L'intention d'un assertif, c'est de mettre les choses sur la table, c'est de trouver une solution, c'est d'être franc avec moi et qu'on puisse avancer. L'intention du manipulateur, c'est de m'utiliser, c'est de gagner son combat et de pouvoir à un certain moment se cacher pour que ne pas que je le découvre. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme petit outil quand j'ai commence à avoir des doutes sur la question de la manipulation? Mais je vais poser la question. Je vais dire, c'est quoi ton intention quand tu fais ça? Terrible question. Parce qu'un vrai manipulateur, quand il est démasqué, et c'est bien ça qu'il va falloir faire, c'est les démasquer, il va avoir deux types de réactions. Soit agressive, soit de la fuite. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Ouais, de toute façon, c'est ça, si j'avais discuté avec toi. Ouhou, j'adore quand tu me réponds ça parce que ça veut dire que je vais pouvoir te dire, j'avais donc bien vu. Tu t'es fait démasquer, t'essayais de m'avoir, ah ben c'est cash. Première réaction possible, agressivité. Deuxième réaction, la fuite. Elle dit, ah ben puisque c'est comme ça, on n'en parle plus. Là aussi, je vais pouvoir dire, ben voilà, j'ai maintenant la preuve que c'était de la manipulation, puisque face à quelqu'un qui est démasqué comme manipulateur, deux attitudes possibles, agressivité ou fuite. Un assertif ne fait pas ça. Quelqu'un qui est assertif, qui a un comportement assertif, va vous dire, ben, je vais répondre à ta question, je vais te dire pourquoi je le fais, je dis mon intention. Mon intention, c'est qu'on trouve une solution ensemble parce que ça me dérange la manière dont tu traites les choses. Il va être franc jusqu'au bout. Vous avez donc la possibilité, avec cette petite phrase magique, de démasquer les manipulateurs. Au-delà du masque qui sera tombé, je vais vous demander de vous en protéger. Vous en protéger avec une méthode simple, c'est déjà lui dire je ne suis pas d'accord quand tu fais ça.
Pas, je ne suis pas d'accord de me faire manipuler, hein, non, non, je ne suis pas d'accord quand précisément tu fais ceci. Je vous rappelle encore, pas tu es un manipulateur, parce que ça ne sert à rien, mais des faits précis, des choses précises, des comportements précis qui vous dérangent, dites-le s'il vous plaît. Dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça, que vous n'allez plus accepter. Je ne suis pas du tout d'accord quand à un certain moment tu viens faire le mielleux pour essayer de me faire faire des heures sup en fin de journée. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord quand à un moment, devant moi, tu viens critiquer tous les autres pour te faire bien voir et que derrière, tu fais la même chose à propos de moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Troisième outil complémentaire, si malgré que vous ayez démasqué et que vous ayez marqué votre désaccord, ça continue encore, je vous en prie, face à cela, rupture de contact. C'est les pires. Dans les comportements difficiles, la manipulation, s'il vous plaît, protégez-vous de ça dans toutes les langues du monde, hein. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand un manipulateur est démasqué, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche quelqu'un d'autre à manipuler. Il abandonne avec vous et il cherche quelqu'un d'autre à manipuler. Moi, ça m'arrange très bien, aucun problème, mais vous savez quoi? En tout cas, je ne veux plus qu'on puisse faire ça avec moi. Ça coûte beaucoup trop cher en estime de soi, en confiance en soi et en relation. En fait, les comportements difficiles, ils nous entraînent dans des systèmes bien rodés. Alors c'est comique, hein, des systèmes de fonctionnement qui tournent un peu comme des engrenages, où quand on fait ça avec moi, ben, en fait, moi je réagis comme ça. Hein, pensez un peu les comportements qui vous dérangent le plus et voir un peu comment vous réagissez à ces comportements. Et souvent, en fait, on réagit de la même manière, aux mêmes injonctions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que ce sont des personnalités difficiles ou des comportements qui me dérangent et face auxquels moi je me sens quand même un peu désarmé et j'ai probablement pas les bonnes clés pour réagir convenablement. Allez, on se pose des questions. Tiens, face aux colériques, vous faites quoi? Ben moi en général, face aux colériques, je me tais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne réponse, mais en tout cas, c'est souvent ce que je fais. Je sais pourquoi. Je ne vais pas vous raconter mon histoire familiale, mais je sais pourquoi je me tais. Il y en a d'autres qui pourraient dire, ah non, non, moi quand on rentre en colère contre moi, je crie plus fort. Un autre type de comportement. Mais c'est assez comique. Face à ces colériques en face de moi, on se rend compte qu'en fait, individuellement, on a probablement toujours le même type de réaction. Vous, je ne sais pas ce que vous faites face aux colériques. Face aux anxieux, hein, les gens qui s'excusent d'être là, qui sont toujours stressés, que vous voyez là où on a l'impression qu'il ne faudrait pas le toucher parce que tout à coup, ça va mal se passer. Alors il y a des gens qui diront allez, t'inquiète, ça va aller, hein, qui vont être très empathiques, voire même sympathiques. D'autres diront allez, du calme, ne t'inquiète pas. Et puis d'autres, en fait, qui trouveront ça très dérangeant et qui diront en fait, t'es ridicule avec cette attitude-là, faut pas avoir peur. Pourquoi t'as peur de quoi? Ok? Assez comique, donc, face à ces anxieux, les types de réactions qu'on peut avoir. Face aux gens qui répondent toujours oui mais, alors je reviens à l'échelle des comportements tout à l'heure. Déjà ça m'énerve de base, quand je dis oui mais, ça veut dire que je me justifie. Bah, moi je dirais plutôt non et. Je ne suis pas d'accord avec toi et je vais te demander de monter dans l'échelle des comportements. Ça c'est ma réaction actuelle, moi. Face à toujours tous les gens qui disent oui mais, je réponds non et. Puis il y en a d'autres qui disent t'as pas fini, t'en as pas marre d'être ridicule, tu ne vois pas que t'as 5 ans et demi. Mais quand je réponds ça en face de moi, je sais que j'alimente la machine, hein. Parce que quand quelqu'un me dit oui mais et que je lui dis eh, ça va, t'as pas 2 ans et demi, je joue au même jeu que lui. En tout cas, j'ai l'impression que j'alimente quelque chose. En face de moi, je peux avoir des martyrs. Ils se plaignent toujours de tout, il leur a toujours arrivé le pire des choses. Alors c'est pas compliqué, très souvent les réactions c'est je l'écrase ou je le sauve. Vous connaissez tous probablement le triangle dramatique. Dans le triangle dramatique, on a les victimes. Les victimes à qui il arrive toujours 100 000 trucs incroyables, on se dit mais pas possible quoi. Et ils se plaignent du matin au soir. En face de vous, quelqu'un qui fait ça, je ne sais pas ce que vous faites. Vous pourrez même dire dans les comportements complémentaires, je l'évite. C'est possible, hein. Il y a des gens qui disent, moi, franchement, j'ai déjà assez écouté, j'en ai marre d'écouter ces jérémiades, et donc je passe à côté et j'essaye de m'en passer. Il y en a d'autres qui disent, c'est de ta faute. Vous vous rendez compte, hein. Donc quelqu'un vient se plaindre, il joue le martyr, il fait la victime et il dit, c'est de ta faute.
Bah, très bon comme réponse. En fait, ça s'alimente très très bien, puisque je suis le bourreau, lui la victime. Ça marche très bien, en fait. Elle peut continuer à se plaindre de moi. C'est super. Ou alors j'essaie de le sauver. Bah, là encore, triangle dramatique, je suis le sauveur, je dis, oh là là, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben oui, bien sûr, je vais aller trouver ton frère, ta soeur, enfin tous ceux qui t'ont fait du mal et je vais essayer de te sauver. En fait, vous savez quoi? Ces comportements-là alimentent très bien la machine du martyr ou de la victime, qui en fait, pourquoi est-ce qu'elle arrêterait de se plaindre? Puisque elle a en face d'elle un sauveur. Et si je retombe sur le triangle dramatique, on joue très très bien là-dedans, hein. La victime va rencontrer un sauveur qui va aller attaquer le bourreau, et le bourreau en fait va continuer à attaquer la victime. Enfin, c'est magnifique. Vous voyez comment ça tourne en permanence. Face aux arrogants, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, être aussi dur que lui, ou voire froid, ou bien me fâcher, ou me taire. Enfin, mille et une réactions possibles qu'on peut avoir et que je vous interroge tout simplement à questionner vous-même. Quels sont les comportements qui vous dérangent le plus et comment vous réagissez presque instinctivement, automatiquement à ce type de comportement? Quand j'ai identifié ça, pour moi, le plus gros du travail est fait parce que j'aurai compris ce qui va à un certain moment générer chez moi ces comportements automatiques et je vais pouvoir agir dessus. Parce que vous savez quoi, moi aussi, j'entretiens le système. Si effectivement, quand on se fâche, je réagis comme ça, ben c'est qu'en fait, nos engrenages fonctionnent très bien ou dysfonctionnent très bien. Et petite phrase de Jean-Yann qui dit la connerie c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire. Et la force de l'adversaire, ben, c'est tout simplement son engrenage à lui. Si je sais que cette personne, systématiquement, pour me faire bouillir, se plaint, ben, je vais essayer d'utiliser cette force-là pour moi-même faire quelque chose avec. Et comme au judo, essayer de retourner les choses. Je vous donne pour ça une petite explication relativement simple. Un accident de voiture, la voiture rouge fonce dans la voiture bleue. Non, pardon, la voiture bleue fonce dans la voiture rouge. En tout cas, c'est la faute de la voiture bleue. Et on me pose souvent la question, mais qui est responsable? Alors je réponds, bah, ils sont tous les deux responsables. Mais non, c'est pas possible puisque c'est la faute de la voiture bleue. Dans les comportements difficiles, que ce soit clair, c'est la faute de la personne qui a le comportement difficile. Hein. OK? Là-dessus, pas d'ambiguïté. Quand quelqu'un est colérique, quand quelqu'un est arrogant, c'est de sa faute. Je ne veux pas à un certain moment prendre ça pour moi. Par contre, si je ne fais rien de ça, si je ne prends pas une part de responsabilité, en fait, mais c'est un peu comme si je ne voulais pas intervenir sur les engrenages. Et dans le cas de mon accident, quand la voiture bleue a foncé dans la rouge, c'est effectivement la faute de la bleue. Ben, la responsabilité de la rouge, c'est d'avoir, par exemple, des freins en bon état, c'est d'avoir une assurance. C'est si la personne qui est dans la voiture bleue est mal en point, d'avertir les secours, de peut-être l'extraire du véhicule, enfin de faire ce qu'il faut, quoi. Et la responsabilité de la bleue, c'est de la même. C'est avoir une assurance, un véhicule en bon état, des freins qui fonctionnent correctement. Et donc, pour moi, la faute, ne me déresponsabilise pas. C'est pas parce que c'est de la faute de l'autre que je ne porte pas une responsabilité d'en faire quelque chose. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est arrogant avec moi que je peux rien y faire. Je peux faire quelque chose avec ça, c'est-à-dire prendre ma responsabilité. Et comment est-ce que je vais prendre ma responsabilité? C'est en essayant d'agir sur les choses qui m'appartiennent à moi. Pas sur son arrogance, mais ce qui m'appartient à moi, ce que je suis capable de faire avec ça. Mon pouvoir est donc où? Il est là en plein milieu de ces deux engrenages. Tiens, mais si par exemple, chaque fois que quelqu'un se fâche, je me tais, ben en fait, c'est pas compliqué, il suffit qu'il se fâche, je me tais. Il se fâche, je me tais, il se fâche, je me tais. C'est un automatisme. Pourquoi arrêterait-il de se fâcher? Puisque ça marche très bien. Et tiens, et si demain, moi, je déconnectais cet engrenage qui dysfonctionne très bien, et j'essayais de créer un nouvel engrenage. D'abord, dans un premier temps, essayer de déconnecter ça. Colère, silence. Non, 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 on va plus faire ça. Si je prenais un autre engrenage que celui-là, et si je me disais colère, colère. Ah bah tiens, je prends une responsabilité terrible maintenant. Quand tu te fâches, je me fâche aussi. En fait, ça va être terrible parce que la personne qui est en face de moi et qui a une habitude de colère-silence, elle va être complètement déstabilisée. Elle ne va pas comprendre ce qui arrive puisque nos habitudes
qui dysfonctionnent très bien sont complètement bouleversés. Alors, est-ce que j'aurai un bon résultat de sa part? Est-ce qu'il va pas encore monter plus fort? Est-ce qu'il va pas frapper? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne pourra plus continuer comme avant. Il va devoir changer l'engrenage ici. Je vais changer un autre engrenage. Au lieu de colère, colère, je vais faire colère, humour. Ah, tiens, j'ai encore jamais essayé ça. Je voudrais une fois voir ce que ça donne sur l'autre si je fais colère, humour. Mais ça veut dire que moi, j'ai une force terrible en moi. C'est de pouvoir essayer de changer mon engrenage pour modifier celui de l'autre. Parce qu'il ne va pas pouvoir continuer comme ça. Je vous rappelle, je ne change pas la personne, mais je change la manière dont elle est obligée de se comporter avec moi. Ok? Ça, je vous propose vraiment d'essayer. D'essayer d'identifier les comportements dans lesquels je suis par habitude et de choisir un comportement une fois différent. La fuite, l'agression, euh, l'assertivité, l'humour, le silence, la ridiculisation. Enfin, tout ce que vous voulez, vous pouvez tout essayer et voir ce que ça donne en face avec l'autre personne. Quand vous allez faire ça, vous allez reprendre un pouvoir de terrible, un pouvoir de dingue sur la relation et sur la capacité que vous avez à transformer l'engrenage de l'autre. Votre pouvoir, il est donc là, c'est d'essayer de réagir autrement que ce que vous faites habituellement par mécanisme. Bon, on va continuer un tout petit coup parce que assumer votre pouvoir, ben, ça demande probablement une espèce de process. Et je vous propose tout simplement un process qui vous permettra de faire par étapes tout ce qu'on peut faire avec les gens qui ont des comportements difficiles, qu'on pourrait estimer être des personnalités difficiles. Ben, je vous propose simplement de découvrir ensemble ce process-là. Entre nous, vous savez quoi? Si vous avez fait toutes les premières étapes là, jusqu'à l'avant-dernière, dites-vous qu'il n'y a plus qu'une seule étape et on va partir par le bas. C'est rompre le cas échéant. Si vous avez fait tout ça et que ça ne marche toujours pas, s'il vous plaît, éloignez-vous de la personne. On est probablement face à un cas pathologique. Mais un, on va essayer de faire preuve d'empathie. Oui, c'est la base, c'est un comportement facile, je vais essayer de comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire accepter, hein. Attention, la différence entre empathie et sympathie, je ne suis pas son pote, j'essaie de me mettre à sa place. J'essaie de me dire, tiens, mais pour quelle raison réagit-elle comme ça? Et donc, pour ça, je vais lui poser des questions, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de me dire, tiens, si j'étais à sa place, comment est-ce que je réagirais? Ok? Ce n'est pas moi, mais je voudrais savoir pour quelle raison la personne réagit comme ça. Première étape. Deuxième étape, je vais écouter la personne. Je vais la questionner même. Je vais poser des questions qui commencent, s'il vous plaît, par un Q, une question ouverte en tout cas. Quelle est la raison pour laquelle tu fais ça? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que ça t'apporte de te mettre en colère? Pour quelle raison tu es arrogant? Ou bien tu me fais preuve d'arrogance? Attention de différencier comportement et personnalité. Euh, pour quelle raison tu te renfermes sur toi-même? On va écouter. Et pour écouter, il faut poser des questions. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ne parle, qui n'est pas très expressif, qui n'est déjà pas extraverti, si vous ne posez pas de questions, bah, il va rien vous dire. Donc vraiment, deuxième étape, on va poser des questions et voir ce que ça donne, sans jugement, hein, sans interprétation, simplement dire voilà, ok, j'essaie de comprendre. J'écoute et j'essaie de comprendre. Quand j'aurai fait ça, peut-être que je me dirais, bah oui, si j'étais dans cette situation, vu comme ça, peut-être que je pourrais comprendre. Ça ne fait pas encore de moi quelqu'un qui accepte ce comportement, hein, mais je pourrais le comprendre. Si je vous donne un exemple concret, euh, une personnalité pour l'instant qui est proche, hyper réagit quand elle est en situation de se voir imposer des choses. On parle de management, hein. Et quand je questionne ça, la personne me répond, on ne m'a jamais respecté. Ok, donc je ne suis pas d'accord avec la réaction, mais je peux comprendre. Si effectivement c'est ça, c'est une espèce de réaction épidermique avec plein de picots pour dire on ne m'a jamais respecté, donc maintenant je n'accepte plus rien qui pourrait faire à un certain moment écho à cela. Ça ne veut pas dire que je l'accepte. Je vais bien sûr par la suite dire ce qui me dérange. S'il vous plaît, hein, ça parce que
On est quand même, nous, les humains, quand même des spécialistes. Au lieu de dire en face à la personne ce qui nous dérange, on va trouver le voisin derrière en lui disant, tu sais, un peu peut-être des câbles pour l'instant, qu'est-ce que c'est de ça pour un comportement débile? Dites-lui, dites ce qui vous dérange. Sinon, la personne ne peut pas savoir ce que ça vous dérange. S'il vous plaît aussi, connaissez communication non violente avec un jeu, hein. Je n'aime pas quand je suis dérangé quand ça ne me plaît pas que tu. Ça, c'est des phrases qui peuvent être audibles par tout le monde. Mais en tout cas, si vous n'avez pas dit que ça vous dérangeait, la personne ne le sait pas. Plein de gens me disent, bah, il devrait s'en rendre compte. Ok? Bah, en fait, oui, c'est quand même pas compliqué, il voit bien ma tête. Non! Non, et d'ailleurs, en fait, vous savez quoi? Il n'y a aucune raison que la personne s'occupe de votre tête. Vous avez une capacité à communiquer, dites-lui ce qui vous dérange, tout simplement, le plus proprement possible. Derrière le fait de dire que ça me dérange, demandez à la personne des changements. Demandez-lui de changer quelque chose. Dites, je te demande de. Je te demande de réagir autrement. Je te demande de ne plus te fâcher quand je m'adresse à toi. Je te demande de ne plus bouder. Enfin, des comportements que je trouve moi terriblement dérangeants. Mais si vous ne le demandez pas, vous ne l'obtiendrez pas. C'est pas parce que vous avez dit que ça vous dérangeait que la personne va changer, hein. Mais quand vous le demandez, vous êtes un peu plus assertif et donc vous mettez une certaine responsabilité sur l'autre. Je te demande quelque chose. Et si malgré tout, il n'y a pas de changement, c'est que probablement la personne n'a pas d'intérêt pour votre relation. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu, soit elle a un objectif personnel ou collectif, soit ça l'intéresse qui je suis ou pas. Ici, si elle vous dit, mais de toute façon, je n'ai rien à foutre de ce que tu penses et de ce qui te dérange, et si tu me le demandes, je ne le ferai quand même pas, bah là, on pourrait estimer qu'on a un problème. Allô Houston, on va passer à l'étape suivante. Je vais reformuler ce que je comprends aussi. Donc si je comprends bien, tu es hyper réactif parce que tu ne t'es jamais senti respecté et que quand je fais ça avec toi, tu as l'impression que j'alimente ce truc-là. C'est bien ça? Oui. Ok, super. C'est simplement pour vérifier qu'on est aligné sur cette compréhension du comportement. On avance encore un petit peu. Dites ce que vous ne comprenez pas non plus. Moi, je ne comprends pas que quand ça est réglé, ça marche, et que tout à coup, dans telle circonstance, ça ne marche plus. Je ne comprends pas ça. Avec ma carte mentale à moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse se taire alors qu'il faut parler. Je ne comprends pas qu'on se mette en colère alors que c'est pas le moment. Je ne comprends pas on s'écarte du groupe alors qu'on est en train de réfléchir collectivement. Je ne comprends pas. Je vais aussi dire ce que je n'accepte pas. Et je parle surtout aux managers là. Parce qu'à un moment, il y a un cadre. Et le cadre, c'est vous qui le fixez, c'est vous qui en êtes responsable, c'est vous qui en êtes le garant. Ça, c'est un comportement que je n'accepte plus. Et si, malgré que je ne l'accepte pas, il se représente, il va falloir quand même à un certain moment dire que c'était la dernière fois. En faisant preuve d'assertivité, voire même en changeant d'attitude. Et regardez, si vous avez fait tout ça, mais que ça ne marche pas encore, c'est qu'on est dans un problème de fonctionnement et que moi, je vais devoir changer mon attitude, mon pignon, pour qu'à un certain moment, ben, la personne soit obligée d'en changer aussi. C'est donc la clé. Quand vous avez fait tout ça et que ça ne marche toujours pas, s'il vous plaît, changez votre attitude à vous. Si vous vous taisez, fâchez-vous. Si vous vous fâchez, taisez-vous. Si à un moment vous rigolez, arrêtez de rigoler. Enfin, ce qu'il faut, changer complètement d'attitude. Si malgré tout ça, il n'y a toujours pas de modification durable sur le fonctionnement de relation et sur l'attitude, bah faites appel à une médiation. Demandez à quelqu'un d'autre de venir regarder ce qui se passe pour pouvoir essayer de comprendre, puisque vous n'y êtes pas arrivé seul, vous êtes en conflit avec une personne, il n'y a pas de mal à demander une médiation. Peut-être qu'on n'a pas encore vu les choses convenablement et qu'on n'a pas encore compris exactement ce qui se passe. Je vous donne un petit détail d'une médiation que j'ai accompagnée récemment. Tous les deux me disent on n'est pas en conflit. Ah bon? Et je dis mais est-ce que vous êtes en train d'accumuler des choses? Ah oui, accumuler à fond. Oui, en fait, ils avaient compris qu'être en conflit, c'est exploser. C'est s'enguirlander devant tout le monde et c'est casser les verres, quoi. Ah non, non. Accumuler, c'est déjà être en conflit. Ok, super. Et dans cette même médiation, ils prennent des actions tous les deux, ils s'engagent, machin, il n'y en a qu'un des deux qui fait les choses. Et je lui ai dit à la personne qui ne faisait rien et qui systématiquement rejetait échelle des comportements très bas en disant qu'il n'avait pas eu le temps, il se justifiait, il ne savait pas, il ignorait, il n'a pas bien compris, que c'était lui, 100%, la faute de ce conflit.
Mais ça ne dégage pas la responsabilité de l'autre personne, c'est-à-dire à un certain moment qui a dit, dans ces conditions, moi je ne peux plus fonctionner, et qui a, elle, changé de boulot. OK? Ça me semble vraiment fondamental de pouvoir dire qu'est-ce qui est encore acceptable et plus acceptable pour moi. Et c'est pour ça que, bah, dernière solution, c'est de rompre le cas échéant. Si à un moment la situation devient tellement inconfortable pour moi qu'elle ne peut plus continuer, que ça me mine, que je dors plus la nuit, que ça me fatigue, que ça me mange mon énergie tellement fort, et que j'ai essayé tout ça et qu'il n'y a pas de résultat, alors vous savez quoi? Vous avez pris 50% de responsabilité, vous ne devez plus assumer la faute ni quoi que ce soit d'autre, simplement pensez d'abord à vous, parce que ce comportement-là, moi je suis désolé, je n'ai pas envie de me faire miner par les comportements difficiles des autres. Regardez, c'est pas compliqué pour qu'on puisse améliorer les choses. Ben, la personne qui est en face de vous, elle doit modifier ses comportements difficiles et dire, et vous avez quoi à faire? Ben, dire, montrer de l'empathie, questionner, écouter, demander, reformuler, être assertif et échanger. Et si vous ne faites ni l'un ni l'autre la partie de votre responsabilité, ben, on est certain que on est dans l'échec garanti. S'il y en a qu'un des deux qui le fait, ben, on aura peut-être un peu d'amélioration. Mais en tout cas, si chacun fait sa partie du boulot, alors on aura le succès garanti. Mais vous avez la maîtrise sur votre engrenage et ça c'est important puisque c'est ce qui vous permet de faire changer l'engrenage de l'autre. Les comportements difficiles, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement avoir un but, mener des actions, un plan des actions. Vous avez maintenant, vous pouvez être stratège de ces comportements difficiles. Vous changez les engrenages et puis on met en place un nouveau système qui tourne mieux et probablement qui va être notre nouvelle manière de fonctionner ensemble convenablement. Et si malgré tout ça, ça ne marche pas, quand je suis responsable de l'équipe dans laquelle ça se passe, si vous êtes manager, alors vous savez quoi? Changez le contexte, changez l'équipe, changez l'image de la personne problématique, changez la relation, changez tous vos accords, changez les conditions de travail, en tout cas, faites quelque chose, s'il vous plaît. Ça, c'est vos clés pour tout simplement faire exploser une situation qui aujourd'hui est finalement pas si inconfortable que ça puisqu'elle perdure. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler comme manager, puisque vous êtes responsable de l'équipe, vous pouvez modifier tout ça et vous pouvez faire tous les changements que vous souhaitez. Il n'existe pas de personnalité difficile, vous l'avez compris, mais des comportements qui me posent problème. Alors, bah, quand j'aurai vu ça, j'apprends à les identifier. Quand je gère ça, je suis obligé de me remettre en question moi-même. C'est une opportunité de faire quelque chose parce que de toute façon, il n'y a pas pire qu'une situation explosive. Et quand je réussis à faire ça, à faire transformer ces systèmes pour que mes nouveaux engrenages naissent, je peux vous garantir que les succès, mais ils ont un goût tellement particulier que je me dis, bah, j'aurais dû connaître ça plus tôt, j'aurais dû faire ça plus tôt. Et qu'est-ce que c'est gai de pouvoir avoir la maîtrise sur des situations qui me posent problème. Je vous propose tout simplement de nous écrire pour dire tout ce que vous pensez de ce que vous avez appris aujourd'hui, de ce qu'on a partagé. On est friand de vos commentaires et surtout, bah, maintenant, allons-y, que la to-do list, c'est pas compliqué, il n'y a plus qu'à mettre en pratique et je vous souhaite un magnifique pratique. Je vous rappelle que notre webinaire gratuit suivant, c'est comment garantir que l'union libre manager-manager soit durable. Alors peut-être que déjà là-dedans, vous dites qu'il y a des mots qui me choquent, union libre. Ben oui, c'est une union libre, on essaiera de vous démontrer ça mardi prochain de 19h30 à 20h30. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et aussi sur les réseaux sociaux de nos franchisés. On vous souhaite une excellente soirée. Personnalité ou comportement difficile, agir efficacement pour faire la différence, vous avez compris ce que c'était. Et moi, je vous souhaite déjà une très 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 bonne soirée.